Chers amis, soyez les bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Et puis le sujet d'aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas sur vous-même naviguer dans le subconscient. Donc ça, c'est le sujet du subconscient. On a bienvenue aussi à Itamar qui nous accompagne ce matin. Bonjour et bienvenue à tous. Et bienvenue à tous ceux qui nous accompagnent pendant l'enregistrement de cette vidéo. Merci pour votre soutien. La semaine dernière, on avait parlé du sujet de la résilience. Donc, on avait parlé d'un schéma de résilience qui est composé de 3 éléments. Quels sont ces éléments-là? La compensation, la protection et le défi. Exactement. Donc, le premier, c'est la protection. Oui. La première étape du mécanisme, c'est la protection frontale. Mais ensuite, il y a la compensation et ensuite, il y a le défi. Quand on a ces 3 éléments-là, on a ce qu'on appelle un schéma de résilience complet, ce qui nous permet d'avoir une réponse adaptée à la situation. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais qu'est-ce qui se passe si on a, par exemple, seulement la protection? Il y a la dépression. Voilà, c'est ça, on va développer une réaction dépressive. Et si on a la protection et la compensation, mais pas le défi. On développe de l'agressivité. Exactement, donc ça, on va développer une réaction agressive. Et donc, dans ces cas, dans ces 2 cas, le schéma de résilience est incomplet et notre processus est inadapté. Donc, ça ne va pas nous aider à nous développer, ça ne va pas nous aider à grandir. Donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et pour revenir au sujet d'aujourd'hui, on parle de subconscient. Le subconscient, c'est tout ce qui est acte manqué, quiproquo et des choses qu'on dit, mais alors qu'on ne le pensait pas directement, en tout cas pas d'une manière consciente. On veut dire quelque chose, on dit autre chose parce qu'on était en train, soit on avait pensé à autre chose, soit quelque chose est venu du subconscient et est venu à polluer notre pensée. Donc ça, c'est le subconscient. C'est quelque chose de mystérieux, mais qu'en même temps, nous avons tous conscience de l'avoir. C'est paradoxal de dire on est conscient de notre subconscient ou notre inconscient. Mais c'est le cas, c'est-à-dire qu'on est là et on a une visibilité partielle sur ce que nous sommes, notre être intérieur. Donc ça, c'est important de se connaître soi-même pour pouvoir vivre une vie épanouie. Et pour aborder le sujet, je voudrais vous partager quelques textes bibliques qui nous parlent de cet aspect-là un peu étonnant de l'esprit humain. Donc d'abord, le premier, il va nous parler d'une tendance continuelle vers le mal. Et on le trouve dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est une tendance naturelle de faire le mal. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est quelque chose qui détruit. C'est pas constructif, c'est destructif. On dit que la tendance naturelle de l'être humain est destructive. Donc, cette tendance, elle est présente en nous tous. La psychanalyse, elle parle des deux pulsions principales, c'est Thanatos et Eros. Donc, Thanatos, c'est la mort, c'est la violence, c'est l'agressivité. Et Eros, c'est tout ce qui est pulsion sexuelle, l'attirance sexuelle. Donc, c'est les 2 pulsions principales, mais il y en a d'autres, bien évidemment. C'est assez complexe, mais ces 2-là, ils se démarquent bien hein, dans le comportement humain. Et en fait, ces 2 pulsions, ils vont faire de nous des êtres mauvais. Il y a beaucoup de gens qui disent que tout ce qu'il suffit de faire, c'est développer le bien qui est Qui est dans en nous, l'homme, qui est en nous. qui Sauf que s'exerce en nous. là, le constat est que d'une manière naturelle, il n'y a pas le bien en nous. En fait, en réalité, il y a quelque chose de bien, mais ça ne nous appartient pas. Ça a été implanté là en nous pour ne pas nous laisser à l'abandon. Donc, le deuxième aspect, donc deuxième texte, c'est que c'est inconnu, c'est un mystère. Ce cœur humain qui est difficile à cerner, difficile à comprendre. Et on trouve ça dans Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Tordu, tortueux, méchant, imprédictible. Alors, pas fiable du tout. Donc, il est compliqué de se fier au cœur humain. Et donc, Jérémie 17, 5, il nous dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on doit pas se fier à l'homme, même aux autres. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais je t'ai fait confiance, tu m'as trahi. C'est vrai qu'on trahit la confiance des autres, souvent avec les meilleures des intentions. Mais c'est vrai aussi que d'une manière globale, on doit se méfier. On doit se méfier.
sauf si la personne elle est portée par des principes nobles. Et là, on peut pas faire confiance à la personne, mais à ses principes qu'il garde, en sachant tout le temps que l'incohérence est dans le cœur humain. Et le quatrième texte, il nous dit que seulement Dieu peut discerner, peut découvrir le cœur. Premier Et, Chronique 28, verset 9. et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Le roi David, il disait qu'avant même que la parole soit dans ses lèvres, Dieu il la connaissait déjà. Seulement Dieu peut connaître vraiment le profond de l'homme. Même nous-mêmes, hein, on est un peu démunis parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur nous-mêmes. D'ailleurs, c'est le titre le titre de cette vidéo. Et puis, bon, j'ai fait quelques recherches et je me suis appuyé sur des documents officiels. Bon, il y a pléthore, hein. Vous pouvez chercher beaucoup d'informations sur Internet. Je voulais m'appuyer sur un écrit que j'ai trouvé sur le site de l'Académie des sciences françaises. Donc, voilà, c'est pas un copier-coller. Là, c'est un résumé et c'est ce que je comprends de ce travail. En psychologie, le mot subconscient a été utilisé pour la première fois en philosophie et en psychologie au XIXe siècle et a fait l'objet de débats animés entre différents courants. Par exemple, Morton Prince a proposé le terme co-conscient pour s'opposer à l'utilisation du subconscient en métaphysique, en particulier dans les écrits de Myers. C'est Pierre Janet, créateur du mot d'après Henry Ellenberg, qui a donné la première définition claire dans l'automatisme psychologique en 1889. Donc, l'automatisme psychologique, c'est une œuvre de référence dans ce sujet. Mais de tous, l'un des plus connus est Freud. De nombreux auteurs s'accordent à dire que la frontière entre conscience et subconscient est mobile et variable. On parle de niveau de conscience. Un autre point généralement accepté est l'aspect mécanique du subconscient. On parle alors d'instinct. Oui. Alors, je précise que l'instinct chez l'homme est différent que l'instinct chez l'animal. Mais cet aspect automatique est commun avec l'animal. Et maintenant, on va parler un peu d'anatomie. Donc, je vais pas être très long parce que je ne sais pas si ça peut vraiment vous intéresser. Mais en fait, le but du sujet, c'est pas faire des cours de biologie, mais quand même pour qu'on puisse comprendre où est-ce que ça s'installe d'un point de vue physique. On a le lobe frontal qui se trouve dans cette partie-là, voilà, plus ou moins, et tout la surface. Là, on a une vue qui est un peu de la partie interne de l'hémisphère gauche, ok? Et imaginons toute la surface de l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite aussi, qui font partie du cortex cérébral et dans lequel se développent tous les processus conscients, mais aussi la perception sensorielle, aussi les processus de langage et autres. Donc le lobe frontal, et dans le lobe frontal, on a toute cette partie consciente. Mais il y a une autre partie qui s'appelle le lobe limbique, et puis le limbe, c'est bien choisi le nom, parce que je vais vous expliquer. Dans ce lobe limbique, on est un peu entre un état conscient et inconscient. C'est-à-dire que c'est le préconscient. Et c'est un état de transition, en fait. C'est un organe de transition. Donc, il y a des organes dédiés à ça. Et puis, il y a le tronc cérébral. Bah, basiquement, c'est cette partie-là. On va rajouter ça aussi. Basiquement, cette partie-là. Mais pour cette étude et dans l'explication qui est d'une manière très générale, incorporer tous ces éléments-là dans lesquels on développe les processus automatiques, un peu instinctifs, et toute la partie du subconscient. On va dire que le subconscient se trouve entre ces deux-là. Et le conscient se retrouve principalement dans le lobe frontal. Bon, mis à part quelques secteurs du cerveau qui font des tâches pour lesquelles on n'a pas vraiment la conscience. Mais pour la plupart de ces éléments-là, c'est le conscient qui se trouve dans le cortex cérébral. Donc, pourquoi je vous explique ça? Donc, il y a un but.
On a utilisé souvent ce schéma dans cette série. Donc, celui-là, c'est un schéma des facultés. Donc, on parle des facultés morales, intellectuelles et facultés inférieures au physique. On a dit souvent que les facultés inférieures au physique, ils sont subjectives, ils ne sont pas logiques, mais ils sont là. Ce qui fait partie de nous, il ne faut pas les nier non plus. On a besoin d'eux pour définir ce que nous sommes. Et donc, si on devrait placer d'un point de vue anatomique ces différentes facultés, bon, bien que ça ne soit pas tout à fait précis, mais pour avoir une idée générale, on a donc le frontal, une grande partie des facultés morales, et entre le lobe frontal et le cortex cérébral, partie extérieure, on a Supérieur. les facultés intellectuelles qui se trouvent aussi en partie dans le lobe frontal. Et donc, voilà, on a placé les facultés supérieures et les facultés inférieures, ils vont être dans cette partie-là, connectés. On se rend compte que chaque élément de notre être intérieur dépend aussi des organes physiques. Ouais. Okay, mais ce n'est pas ces organes physiques en eux-mêmes qui vont faire la totalité des processus. C'est un peu comme j'utilise l'analogie de l'ordinateur. Il y a le matériel, mais le matériel tout seul sans le logiciel, ça ne tourne pas, ça ne fonctionne pas. Il faut aussi le logiciel. Le logiciel, ça serait notre esprit, ce que nous sommes, notre être intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'image? Un iceberg. Un iceberg. Quand on pense à un iceberg, ça nous fait penser à quelle histoire? Au Titanic. Oh là là, le Titanic. Bon, je suis pas un artiste, ça se voit, ça saute à l'œil. Mais bon, je vais essayer de dessiner un bateau. Ça, c'est dessin niveau école primaire. Et encore. Imaginons le Titanic. Le Titanic, il avance à toute vitesse vers l'iceberg, parce qu'il ne l'avait pas vu. Il y a un marin qui se trouve ici. Et à un moment donné, à la distance, il voit l'iceberg. Mais qu'est-ce qu'il voit de Et l'iceberg? voit le haut, la partie qui n'est pas submergée. Il voit cette partie-là. OK? Donc, il crie iceberg. Bon, ils allaient trop vite. Ils se sont rendus compte trop tard. Donc, ils sont déviés et ils sont passés à côté. Bah, sous la surface, il y avait une partie qui était saillante de l'iceberg et qui a découpé la coque du bateau comme on ouvre une boîte de conserve. Et c'est ce qui a provoqué le naufrage de Titanic. Donc, la partie visible, on voit qu'elle est vraiment petite par rapport à la partie non visible. Le plus gros de l'iceberg est sous l'eau. Exactement. Donc, imaginons le bateau, il avance. Il se retrouve là. Le marin, il s'épanche. Là, il s'épanche. Et il regarde sous l'eau. Imaginons, bah, le Titanic, il a coulé pendant la nuit. Hein. Ouais. Donc, imaginons que ça se passe en pleine journée. Il s'épanche hein, et il voit la partie de l'iceberg qui est sous l'eau. Mais, vous savez, dans l'eau, on arrive à voir jusqu'à une certaine profondeur. Et bien, il va voir jusque-là. Donc là, nous avons la partie consciente, c'est ce qu'il voit. Et là, on a le préconscient, c'est ce qu'il voit difficilement. Mais dès là, ben, il ne voit rien, n'est-ce pas? Ouais. À moins d'envoyer un sous-marin. Bon, imaginez que c'est un sous-marin, s'il vous plaît. Soyez pas... Et là, la personne à l'intérieur, il va pouvoir voir tout ça. OK? Donc, on se rend compte que l'être humain, donc la plus grande partie, on n'est même pas conscient que nous l'avons. Donc, tous ces processus-là, on doit faire attention. Donc, voilà, ça, c'est pour expliquer comment ça fonctionne. Mais il y a un sourd-moi. Un sourd-moi, en psychanalyse, on parle des sourds-moi. C'est la partie de nous qui est capable, il y a basiquement deux fonctions, je crois qu'il y en a plus, mais il y a la capacité de nous critiquer, de nous juger. Donc, il va appliquer en fait les principes moraux et va nous confronter à eux et il va nous défier. Donc, le défi est là, sur moi. Et il a aussi la capacité de nous donner une image de le moi idéal que je dois atteindre. On se dit, voilà, mon moi idéal, c'est ça.
On va voir quand on va parler, par exemple, de l'anorexie, comment ce surmoi est développé d'une manière incorrecte. Parce que l'image de soi, il est inclus aussi dedans. Et qu'une grande partie de ce surmoi se retrouve sous Donc, sous l'eau, l'iceberg. donc sous la partie visible. Et qu'il y a une partie qui est visible de surmoi, et dans laquelle moi je place notre conscience morale, par exemple. L'éthique, ce que nous appliquons. Et souvent on dit, oui, quelqu'un dit, mais on va faire telle affaire. Je dis, non, on va pas faire ça, c'est pas correct. Mais j'ai tout de suite le réflexe de dire que c'est pas correct. D'accord? Alors qu'au moment où je le dis, je n'ai pas en tête l'explication de pourquoi ce n'est pas correct. Mais je sais que c'est pas correct. C'est seulement une partie morale consciente. Et après, quand la personne me dit, mais pourquoi? Arrête, on va faire une petite entorse. Et là, je dois crosser dans cette partie-là pour faire sortir les explications nécessaires. Et c'est pour ça que c'est important de développer correctement le surmoi. Alors, quand le surmoi est trop dans la critique, on peut créer un problème d'estime de soi et ne pas se remettre. Et ça peut servir le ça. Et vous voyez, le ça qui est un processus, on va dire, inconscient et automatique, il va développer cette pulsion qu'on a dit tout à l'heure, donc Thanatos et Eros, et qui va solliciter le moi en permanence, dans le but que le moi puisse rétroalimenter le ça. Le problème, c'est que le ça, plus il est alimenté, plus il prend de la force, plus... Et plus il en veut plus. Et voilà, on dirait qu'il a un caractère de cochon, le Ouais. ça. D'ailleurs, ça m'a fait penser au film Ça, au livre de Stephen King, Ça. Je ne vous conseille pas de le lire, c'est pas mon propos. Mais c'est cette partie de nous qui est monstrueuse. D'ailleurs, les enfants qui ont peur du monstre qui se cache sous le lit, en fait, ce monstre, c'est leur nature interne qui commence à se révéler et qui leur fait peur, puisqu'ils ont peur de cette nature-là. Et le but, c'est de leur expliquer que c'est pas un monstre. Moi, je pense que le ça, au lieu d'être un clown maléfique ou diabolique, comme dans le livre de Stephen King, c'est plutôt le ça, c'est un gamin capricieux. C'est plus ça. C'est un gamin capricieux et on a eu un sujet sur ce thème. Et, et donc, le ça, c'est nos facultés inférieures sont dedans. Et tout ce qui fait ressurgir, c'est ça dont nous avons conscience. Je vous avais dit, on a parlé de facultés inférieures. Quelle est la couleur préférée? Ah bah, c'est le rouge. Pourquoi? Bah, j'en sais rien. C'est le rouge. Bon, bah, je ne peux pas expliquer. En fait, ça vient de là. Ça vient de ça. OK? Donc, ce processus, j'espère que c'est suffisamment clair. Et je voudrais vous citer 3 textes qui nous parlent de tout ça. Et le premier, on le retrouve dans Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ouais. Alors, quand il parle de la chair, il fait référence à la nature charnelle. C'est le ça. OK? C'est à ça qu'il fait référence, c'est le ça. Donc, c'est notre nature à vouloir toujours satisfaire nos pulsions et qui doit être mis sous contrôle. Alors, ça ne veut pas dire que la notion de plaisir est interdite, mais elle doit être mise sous contrôle. Puisque si elle n'est pas mise sous contrôle, elle va nous détruire. Le deuxième texte, on le trouve dans Galates 5, verset 24. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, voilà, c'est marcher selon l'esprit, c'est marcher selon le surmoi. Parce que le surmoi, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de Dieu utilise le surmoi pour développer le bien en nous et pour nous aider à retrouver l'équilibre. Et ça, c'est extrêmement important. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça, c'est un élément important. Donc, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil ne vient pas du Père. C'est qu'ils sont en opposition. On va dire que dans ce schéma, il y a une opposition entre le surmoi et le ça. Parce qu'ils sont opposés dans leur but. Je vais dire aussi que le ça, il va nous pousser vers le bas
et le surmoi va nous pousser vers le haut. Le ça, il va nous attacher au monde et au plaisir. On va dire que c'est, on va l'analyser en profondeur quand on va parler de l'hypnose, mais le ça est aussi un élément en nous qui peut être contrôlé par une autre intelligence. Donc, on peut être soumis au contrôle de quelqu'un d'autre. On va parler aussi d'un processus mental qui s'appelle le déni. Le déni, c'est quelque chose qui est assez connu aujourd'hui, mais qui est mal compris aussi. Il existe de nombreuses formes de déni. Les exemples les plus illustratifs sont par exemple lorsque des comportements dangereux tels que la consommation de substances sont niés. Une grande partie des personnes qui souffrent d'alcoolisme nieront souffrir de cette maladie et prétendront même avoir le contrôle. Les gens autour de vous peuvent penser que vous mentez, mais en réalité non, puisque c'est votre vérité et qu'ils y réaffirment l'intention inconsciente de protéger votre estime de soi et de ne pas vous connecter à la douleur. C'est un mécanisme de protection, donc un schéma de résilience incomplète. Un autre exemple où ce mécanisme de défense peut être identifié est dans le cas du deuil. Le déni est en fait la première phase de ce processus émotionnel que les gens traversent face à une perte. Dans ce cas, le déni sert à ne pas assimiler ce qui s'est passé, à éviter d'accepter l'événement et encore une fois, à ne pas se connecter à la douleur. Dans ces exemples que nous venons d'illustrer, on le voit clairement, mais il y a d'autres situations où ce mécanisme est plus controversé. Dans les relations interpersonnelles, par exemple, il y a des moments où nous nions certaines choses, soit à cause des émotions, soit à cause des croyances fortement enracinées en nous-mêmes, telles que la peur de l'abandon ou une faible estime de soi. Ce ne sont pas des réponses étranges telles que je m'en fiche ou je n'en ai rien à faire lorsque nous nous sommes disputés avec une personne que nous aimons et que notre relation est en danger, de sorte que nous minimisons la perte. Donc ça, c'est des mécanismes de défense parce qu'on veut garder une relation qui nous est finalement nocive. Et ça, on le voit spécialement dans les relations des couples. Dans les relations de couple, en particulier, de nombreuses formes de déni sont générées. Lorsque nous sommes dans l'étape de tomber amoureux, il y a une tendance à idéaliser l'autre personne et donc nous ne voyons pas ces comportements qui peuvent être blessants pour soi-même. C'est ainsi qu'un type de lien dangereux est forgé qui réduit l'impact des comportements nuisibles et génère ce que nous appelons en psychologie un lien dépendant. Nier que notre partenaire est hostile à notre environnement nous permet de poursuivre la relation et il n'est donc pas nécessaire de faire face à certaines peurs telles que la solitude. Donc oui, c'est la négation, c'est dire oui, oui, il a été violent, mais c'est à cause de l'alcool. Oui, il a été violent, mais bon, finalement, je ne me suis pas tellement bien conduit. Ou elle a été violente et c'est parce que j'ai fait ceci, cela. Donc, on commence à justifier l'autre dans son comportement parce que on a une dépendance affective, donc un lien dépendant, et ce lien dépendant nous amène à une situation qui est malsaine. Donc, c'est le déni. Et dans ce mécanisme de déni, bah, il y a beaucoup de processus qui se font de manière inconsciente. Donc, on va illustrer aussi un cas de la négation, le cas d'une personne qui fait un infarctus. Bah, un proche va essayer de l'assister. Qu'est-ce qui se passe finalement? Bah, il va mourir. Il va mourir, la personne va mourir. Le proche a essayé de le sauver, mais il n'a pas réussi à le faire. Finalement, la personne est enterrée et lors de l'enterrement, qu'est-ce qui est posé sur le... Une rose. Voilà. Donc, une rose. En espagnol, on dit rosa. Ok. Et en hébreu, on dit shoshan. Shoshan. Je pense qu'en arabe aussi. Mais euh, la rose était sur le sarcophage. Donc, c'est un souvenir très douloureux. Et pour deux raisons. D'une part, c'est la séparation, la perte d'un être cher. C'est très douloureux. Mais d'autre part, c'est le sentiment de culpabilité parce qu'il n'a pas réussi à le réanimer. Donc ça, c'est même si le médecin lui aurait pu lui dire oui, mais vous avez fait ce que vous pouvez et c'est effectivement impossible, c'était peine perdue. Ce sentiment de culpabilité va persister, c'est extrêmement douloureux. Donc la personne peut développer, c'est pas systématique, mais peut développer s'il n'a pas un processus de deuil correctement fait, un processus de négation. Et comment on va schématiser ce processus, c'est que les souvenirs de la mort de cet être cher et l'enterrement, ils sont mis dans le subconscient. Ils sont enterrés, au fond. Voilà, on cache.
C'est un peu comment on utilise l'expression française cacher la poussière sous le tapis, c'est ça? Oui. Donc voilà, la personne a l'air de surmonter en fait sa difficulté. Il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Rosa. Là, c'est Rosa en espagnol, mais c'est Rose. Ou Ok? rose, bah, c'est la même Ouais, chose. Rose. Ouais. Et très sympathique, la fille, il va lui donner son numéro de téléphone pour qu'il l'appelle. Bon, le soir, il se rappelle de la fille, il dit, ah mais je vais la appeler, comme ça, peut-être que je pourrais l'inviter à dîner. Ah oui, mais elle s'appelle comment? Mm. Qu'est-ce qui s'est passé avec son prénom? On peut passer dans Il a l'inconscient. disparu. Il a beaucoup de mal à se souvenir du prénom de cette jeune fille et à retrouver en fait le contact dans son répertoire. Et ça, c'est un cas classique. En fait, c'est une illustration, mais souvent les processus sont encore plus complexes. Mais bon, c'est juste pour expliquer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout simplement, le mécanisme qui a enfui tous les souvenirs traumatiques de la perte de son être cher ont à la fois aspiré aussi d'autres choses de la vie courante. Pourquoi? Parce qu'il y a l'association. En fait, le cerveau fonctionne par association. Donc, rose est égal enterrement, est égal perte d'un être cher, est égal on envoie dans le subconscient. Mm. Le nom de la fille, le visage, il s'en souvient, mais il ne se souvient pas de son prénom, parce que son prénom est associé à ce souvenir traumatique. Donc, s'il veut débloquer cette situation, qu'est-ce qu'il doit faire? Il Faire doit traiter, remonter ses souvenirs, il doit traiter correctement le et on traumatisme. appelle ça compléter son schéma de résilience, c'est-à-dire faire le deuil complet. Et une fois qu'il aura fait le deuil complet, qu'il aura accepté accepté, c'est un gros mot, mais en tout cas intégré dans sa construction personnelle la perte de cet être cher, cet souvenir traumatique, cet échec quand il n'a pas réussi à le réanimer, et quand il va se construire autour de ça d'une manière positive, là, il n'aura plus de problèmes d'association de ce type. Ça peut, en fait, le problème des dénis, ça peut donner des comportements inattendus. Tout le monde est surpris, y compris la personne qui réagit. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Voilà, nous avons arrivé à la fin de ce sujet, mais avant de cela, je pense qu'on a deux ou trois questions qui ont été posées et j'invite Eden à nous les lire, s'il te plaît. Ok, donc la première question était, si on se rend compte qu'une personne souffre de négation, comment doit-on agir? Mhm. Ça, c'est effectivement, il faut faire attention parce il faut jamais être il faut aller en frontal, confronter cette personne. Euh, si on le fait, on doit le faire vraiment avec beaucoup d'empathie et beaucoup de tact. Il y a aussi un autre aspect, il faut évaluer quel est l'impact de ce déni dans sa vie. Si c'est quelque chose de banal, on peut laisser du temps à la personne pour qu'il se rende compte par elle-même. Mais si c'est quelque chose de destructif qui va provoquer de la souffrance dans son entourage, à ce moment-là, on peut, avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de tact, aborder le sujet et éventuellement conseiller la personne de consulter un spécialiste. Alors, dans la consultation d'un spécialiste, je réitère un conseil, évitez de vous faire hypnotiser. Parce que si vous faites hypnotiser, vous allez perdre le contrôle de vous-même et vous ouvrez la porte à des choses encore plus inattendues. Donc, on va en parler la semaine prochaine, les prochaines vidéos de ce sujet de l'hypnose qui est en relation avec le subconscient. Mais en tout cas, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. La personne elle peut parler aussi à un conseiller spirituel, peut parler à quelqu'un de la famille, quelqu'un d'AVC. Il faut éviter de discuter avec les personnes qu'on sait qui ont tendance à aller à la confrontation. Il y a des personnes à qui on va parler de ces choses-là, ils sont tellement peu d'empathie qu'ils vont essayer de trouver dans l'histoire la faille et pour trouver comment accuser la personne de c'est parce que tu n'as fait ceci et cela, ou je t'avais prévenu, etc., etc. Donc ça, si on connaît le caractère de ces personnes, on devrait éviter de leur poser des questions, ou demander des conseils, parce que c'est pas très productif.
Voilà globalement ce que je peux dire par rapport à cette première question. Eden? Du coup, c'était une question de Doris. Il s'agissait de comment se rendre compte que nous sommes nous-mêmes dans cette situation. Oui, effectivement, là, quand on est dans le déni, il y a une partie inconsciente, donc forcément, on ne peut pas se rendre compte d'une manière directe. Par contre, on peut observer les réactions inattendues. C'est dire, voilà, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi je ne suis pas content alors que je devrais l'être? Les choses ne sont pas si mauvaises que ça. Pourquoi je suis frustré alors que tout se passe bien? Ou pourquoi la provocation me fait réagir à ce point-là? C'est pas proportionné. Pourquoi je m'énerve outre mesure? Pourquoi je n'arrive pas à me calmer? Ou pourquoi je suis jaloux alors que je ne devrais pas l'être? Ou pourquoi je suis taquin et je me plais d'énerver les autres ou les rendre malheureux? Je ne devrais pas. Et donc, à un moment donné, il faut analyser tout ça et puis aller dans le subconscient. C'est pas si facile que ça, puisque une fois de plus, à moins d'avoir le sous-marin, on peut pas aller très profondément. Mais dans ce texte, on a aussi abordé un texte de la Bible qui dit que c'est Dieu qui peut aller vraiment en profondeur et aller cerner tous les pensées les plus profondes. Donc, on peut demander à Dieu de nous aider. C'est mon expérience. Moi, je le fais encore, hein. Euh, je demande des fois à Dieu de m'aider à comprendre certaines réactions de ma part que je ne comprends pas moi-même et que je ne justifie pas. Ça ne correspond pas à l'image euh, que je veux atteindre de moi-même. Et donc, je demande à Dieu de m'aider, de me montrer. Et me rappelle des souvenirs. Une fois, c'est un souvenir d'il y a 40 ans, hein. Je ne suis pas tout jeune, hein. Mais il y a 40 ans, j'étais gamin à l'époque et j'ai fait des choses dont je suis pas trop fier, des bêtises, et qui ont fait souffrir une personne qui m'était très chère à l'époque. Et j'ai plus de contact avec cette personne depuis de nombreuses années. Je ne peux plus lui demander pardon, je ne peux rien faire. Par contre, je peux demander pardon à Dieu et je peux me pardonner moi-même. Et je peux tirer les leçons positives de cette histoire-là et changer. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire. On ne peut pas tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses. La perte d'un être cher, ça en fait partie de ces choses-là que souvent on enfouit à l'intérieur de nous et qu'il faut ramener des fois et il faut se dire, voilà, ok, calme-toi, c'est ça. C'est la réalité. Même si tu ne l'acceptes pas, même si c'est inacceptable, même si c'est très douloureux, mais c'est la réalité. Tu dois te construire autour de ça, tu n'as pas le choix. Et à ce moment-là, on prend conscience de la situation et on peut changer de choses. Et Dieu, il peut ramener ses souvenirs en nous. Donc, je vous conseille de prier beaucoup, demander conseil, vous faire accompagner de quelqu'un, un conseiller chrétien ou un thérapeute chrétien. Ça existe, sont rares, mais ça existe encore. En tout cas, éviter l'hypnose. Une fois de plus, éviter l'hypnose parce que c'est pas la peine de perdre le contrôle. Bon, très bien, le temps s'est terminé. Je vous remercie déjà pour l'attention. On a dépassé largement le temps. Je m'en excuse à nouveau. On essaye de faire la manière la plus synthétique possible ces sujets, mais c'est pas évident parce que ce sont des sujets très, très larges, très vastes. Et les condenser en 30 minutes, c'est pas si facile que ça. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas nous tenir rigueur. Et je vous remercie pour votre attention, pour l'intérêt que vous portez à cette série. Si ce sujet est utile pour vous, n'hésitez pas à nous donner un like. N'hésitez pas à partager sans modération avec vos amis, votre famille, toute personne à qui ça pourrait rendre service. Je remercie Tamar pour nous accompagner dans cette vidéo. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés pendant l'enregistrement de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine avec la suite de ce sujet, si Dieu veut, bien évidemment. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.